Quand on a vu de ses yeux vus les frontières du réel voler en éclats pour nous faire découvrir qu'il y a beaucoup plus que ce que l'on croit, ce que l'on a vu alors, on ne peut pas le dévoir. C'est inscrit au plus profond de nous pour toujours. Il y a eu des expériences donc dès la petite enfance qui m'ont préparé, sans doute, à ce qu'une fois projeté, à 20 ans et plus tard, dans ces rituels, ces cérémonies, au-delà des frontières de ce qui me semblait possible, eh bien, au lieu de me sentir, terrifié, parce qu'il y a des choses qui sont extrêmement impressionnantes dans ces domaines, il ne faut pas être naïf par rapport au chamanisme. Au lieu de me sentir déboussolé, comme ça peut être le cas pour, un esprit rationnel, un père de famille, un chef d'entreprise, quelqu'un qui a une culture cartésienne et j'ai retrouvé quelque chose qui m'avait été délivré dans ces expériences extatiques de l'enfance. Que ce qui nous semblait tellement important, tellement problématique, tellement grave, un enjeu tellement déterminant, était peut-être en fait, qu'un événement parmi d'autres, au sein d'un acte, lui-même au sein d'une sorte de pièce de théâtre qu'on appelle la vie, mais qu'il y a derrière le rideau et derrière ce qu'on appelle la naissance et la mort, bien plus encore. Ça ne remplit pas, en fait, ça n'étanche pas une soif de présence. Donc finalement, cette compagnie que l'on cherche, il y a un moment où on s'aperçoit qu'on va peut-être jamais la trouver à l'extérieur tant qu'on l'a pas vraiment trouvée à l'intérieur. À partir du moment où on devient son meilleur ami, à partir du moment où on intègre qu'avant d'aider les autres ou d'aimer les autres, la première personne à aider et à aimer, elle est on ne peut plus proche de vous. Merci Handel. Et merci le pouvoir, transcendantal de ces chants divins rapportés par, la voix des humains et leurs pouvoirs qui vont peut-être encore plus loin. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur La spiritualité pour tous. J'espère que vous allez très très bien. Dans l'émission qui arrive, je vous présente, non, j'ai surtout la joie et l'honneur de recevoir Tigrane sur la chaîne. Tigrane est cofondateur de la maison d'édition Mama Édition et en plus de ça, Tigrane est à l'origine d'énormément de contes chamaniques et il vient nous parler de son dernier né, la messagère des arbres, qui annonce le début, la suite d'une saga et le début d'une trilogie qui s'appelle Shaman, l'aventure stellaire. Tigrane va aussi nous expliquer son parcours et on essaie de comprendre de comment on passe de chef de chœur à Tigrane aujourd'hui. Son parcours est incroyable. Tigrane est très intéressant. Je l'ai découvert sous un autre aspect et je vous laisse le découvrir maintenant. Bonjour Tigrane, bienvenue, merci infiniment d'avoir accepté cette invitation. Avant de commencer, comment vas-tu? Bien, merci pour cette invitation Marie-Louise. Merci à toutes tes auditrices et à tous tes auditeurs d'être là. Ça va très bien et je suis ravi de te retrouver par cette voie-là. Mmh. Alors ça va très bien, tu es aussi très heureux parce qu'il y a un nouveau bébé qui sort Mmh. le 7, le 7 novembre, un nouveau livre, la suite, d'une longue série. Tu es quand même très, très productif en termes d'écriture. Tu as beaucoup de choses à raconter, ce qui te rend encore plus intriguant et encore plus intéressant. Donc je pense que tu vas mieux parler que moi de toutes tes trilogies parce qu'il y en a plusieurs et pour enfin parler de ce dernier «né» entre guillemets. Oui, alors, le nouveau livre, s'appelle La messagère des arbres.
C'est le premier tome, d'une troisième trilogie de la saga de contes initiatiques chamanes. Donc après l'aventure mongole, la première trilogie, l'aventure amérindienne, la deuxième. Voici venu le temps de l'aventure stellaire qui démarre donc avec la messagère des arbres, début novembre et qui sera suivie par, les eaux sacrées et enfin, les fleurs d'étoiles. Et puis entre, cette deuxième et cette troisième trilogie, il y a ce petit bébé, que tu as vu, les Mmh. 52 paroles chamaniques qui sont, illustrées d'encre de Chine originale pour ce qui se laisse pas par nature totalement encapsulé, dans les mots, avec donc des dessins qui viennent, parler pas seulement au cerveau gauche, mais aussi au cerveau droit, ouais. C'est comme tes livres sont accessibles, à beaucoup de gens, intellectuellement, ça se lit bien, c'est très agréable. Mais on sent quand on commence à lire qu'on est emporté, bon déjà dans tous ces décors que tu vas décrire, on voit qu'il y a une énorme énergie et il y a un peu de magie, moi j'aime bien dire ça, il y a un peu de magie qui nous emporte et qui nous emporte vraiment dans l'histoire et je pense qu'il y a un autre travail que celui d'écrivain, même si c'est déjà un très, très grand travail. Oui, il y a quelque chose qui, comme le rappellent souvent, des femmes de connaissance, des hommes médecine, des chamans, des curanderas, quelque chose qui est double, comme, souvent dans ces sujets, ces expériences et dans une réalité multidimensionnelle, quelque chose qui, du coup, utilise parfois certes la voix des mots, mais entre les lignes, utilise, la voix de certaines vibrations, de certaines évocations qui peuvent passer plus par le rythme de la langue, par, des métaphores, par, des rimes. Quelque chose de peut-être plus musical, en fait, par nature, plus poétique, plus vibratoire finalement et qui, même quand on n'en a pas vraiment conscience intellectuellement, participe de cette transmission qui est essentielle en dessous, de l'histoire, de la quête spirituelle et de l'aventure amoureuse, que raconte, la saga de contes chamanes. Mmh. Chaman, chamanisme, donc toi tu as du vécu, on le voit, on le sent aussi en termes d'énergie. Comment tu découvres le chamanisme? Parce que c'est vrai que nous, en France, même si aujourd'hui on en entend beaucoup parler grâce au réseau et à plein d'autres choses, c'était difficile à un moment. C'est quand même un sujet qui n'est pas du tout, franco-français, si je puis dire. Comment tu découvres le chamanisme qui quand même te touche particulièrement? Alors j'étais diplômé de musicologie à la Sorbonne, à 20 ans, donc en 1990 et je me suis spécialisé ensuite, au niveau de la licence en ethnomusicologie et ce qui m'intéressait assez, c'était, l'expérience, le terrain, les voyages géographiques et je suis allé enregistrer des concerts de musique traditionnelle. Du moins, c'est ce qu'on m'a présenté comme étant des concerts de musique traditionnelle et puis une fois que tu es, dans un cercle de tambours, dans un cercle de femmes qui chantent, dans un cercle de danseuses et de danseurs, tu t'aperçois que ça n'a de concert que le mot et c'est beaucoup plus un rituel, voire une cérémonie qui a un but, une fonction et qui a le pouvoir de faire bouger les lignes pour réintroduire de l'harmonie au sein d'une tribu, entre une tribu et un autre clan, entre un clan et le règne végétal si les récoltes ne sont pas bonnes, le règne animal si certaines choses ne tournent plus vraiment rond et qu'il y a un déséquilibre. Et s'il y a un déséquilibre, notable ici, c'est souvent lié à un déséquilibre, sous-jacent, parfois invisible dans la relation au monde des esprits, en fait, à des événements passés. Mais c'est un petit peu comme, quand tu parles d'un symptôme et qu'on s'attache à effacer le symptôme physique, qui n'est que le dernier épiphénomène visible qui matérialise quelque chose qui a une cause, une origine, parfois plus subtile, parfois émotionnelle, par exemple.
Ça peut être ce genre de choses à l'échelle du collectif où le chaman, la curanderas, la femme médecine intervient pour réintroduire une communication, claire, une connexion avec la nature, avec les esprits de la nature, avec les défunts, avec les esprits d'un lieu, de façon à ce qu'ensuite, une fois cette paix faite sur un plan plus subtil, alors on puisse intégrer au quotidien de façon incarnée, pragmatique, tangible, un bienfait, une amélioration, une harmonisation visible de tous à l'échelle de la tribu, des récoltes, de la relation, aux animaux qui nous entourent et cetera. Mmh. Ce qui ne tourne pas rond, est-ce que nous, on tourne rond, tu trouves? On a, me semble-t-il, une réalité, une existence multidimensionnelle. Donc parfois, on n'a pas l'impression, de tourner rond dans, notre rythme de travail surchargé, notre cadre, sociétal, dans certains heures, familiaux, personnels, privés, professionnels. Et d'ailleurs, si on le sent comme une frustration ou quelque chose qui n'est pas à la hauteur ou qui n'est pas juste, c'est parfois par distorsion en comparaison d'un dessein qui est plus grand et qui est peut-être moins celui de l'ego, de l'individu, du citoyen, de la mère de famille, du travailleur au jour le jour dans le quotidien, et plus le dessein de l'âme qui sait, qui sent qu'il y a autre chose pour nous, avec plus de paix, parfois plus de simplicité, parfois plus de profondeur, et qui nous appelle à rejoindre ce dessein plus vaste qui fait partie de notre chemin, qui fait partie de notre destin. Et pour ça, il faut avancer vers soi, il faut se connaître davantage, chercher à l'intérieur des réponses à des questions. Alors, dans ces moments-là, on a l'impression que ça commence à tourner de plus en plus rond, oui. Merci, j'avais pas prévu cette question. Donc par passion pour la musique, tes études et le voyage, tu te retrouves dans des, rituels sans être Mmh mh. prévenu parce que Mmh. nous, on prévient, mais là où tu étais, ça doit être complètement, accepté par tout le monde et naturel. Mmh. Mais là, tu commences la vingtaine, comme tu dis. Mmh. Est-ce Donc c'était il y a qu'avant 10 ans, oui. non, c'était pas pour insister là-dessus, mais Mmh. oui, tu as 20 ans, mais est-ce que dans plus petit, plus jeune, tu es lié, alors même si on l'est tous plus ou moins, mais est-ce que tu as des souvenirs, conscience que tu as une appétence peut-être pour tout Ouais. ce qui est spirituel, ésotérique, on met les mots qu'on veut? Oui, oui, tu as raison. Je pense que ce sont même des expériences de la petite enfance qui m'ont préparé à ne pas me sentir en territoire, totalement incompréhensible et indéchiffrable lorsque j'ai été projeté, dans ces scènes que mon cerveau cartésien ne pouvait pas expliquer, mais où, au Sri Lanka, en Thaïlande, en Afrique, du Nord, de l'Ouest, en Russie, en Amérique, en Australie, il y avait à chaque fois, au-delà de cette extraordinaire biodiversité, de la culture, des moyens employés, ici un tambour, là un hochet, ici une guimbarde, là le chant, plante, pas plante, jeûne, pas jeûne. Au-delà en fait de tous ces chemins, et il y a autant de chemins qu'il y a d'humains, il y avait un dénominateur commun en fait. Et je pense que ce qui m'a fait voir du sens et trouver une unité derrière l'extraordinaire diversité culturelle, religieuse, pas religieuse, archaïque ici, très raffinée là, c'était d'avoir goûté moi-même à la source, si je puis dire en toute humilité, lors de l'enfance et d'expériences spontanées. Quand je parle d'expériences spontanées, je parle d'expériences extatiques qui me sont tombées dessus. Extatiques, donc qui relèvent de l'extase et qui ne sont pas que d'un ordre, spirituel. Ce ne sont pas des expériences qui seraient purement abstraites, et même si elles ont une nature mystique dans l'extase que vit l'âme dans un moment de transcendance, dans un moment de transfiguration du réel, dans un moment
d'ouverture, de l'âme et du cœur au-delà des frontières habituelles, de notre corps et de notre esprit. Il y a eu pour moi à 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans et ensuite en fait tous les 7 ans, j'ai mis longtemps à me rendre compte que ça revenait par cycle de 7 ans. Il y a eu des expériences donc dès la petite enfance qui m'ont préparé, sans doute, à ce qu'une fois projeté, à 20 ans et plus tard, dans ces rituels, ces cérémonies, au-delà des frontières de ce qui me semblait possible, et bien, au lieu de me sentir, terrifié, parce qu'il y a des choses qui sont extrêmement impressionnantes dans ces domaines, il ne faut pas être naïf par rapport au chamanisme. Au lieu de me sentir déboussolé, comme ça peut être le cas pour, un esprit rationnel, un père de famille, un chef d'entreprise, quelqu'un qui a une culture cartésienne et j'ai retrouvé quelque chose qui m'avait été délivré dans ces expériences extatiques de l'enfance. Et du coup, alors qu'il y avait une barrière linguistique, qu'il y avait des codes, des rituels, des croyances, des façons de faire extrêmement lointaines de notre mode de vie occidental, derrière, pour parler de ce fond commun, je retrouvais en fait tout simplement une sorte de tonalité, une sorte de registre que je connaissais très, très bien tout au fond de moi et qui était gravé pour toujours. Parce que quand on a vu de ses yeux vus les frontières du réel voler en éclats pour nous faire découvrir qu'il y a beaucoup plus que ce que l'on croit, ce que l'on a vu alors, on ne peut pas le dévoir. C'est inscrit au plus profond de nous pour toujours. Il y a un avant et un après. Et si parfois on est tenté par, devoirs, nécessités, du quotidien, de priorités, matérielles et autres, de passer tout ça sous le tapis, on s'aperçoit assez rapidement qu'on ne peut pas le renier en tout cas, parce que ça reviendrait à se renier soi. C'est très beau. Je je savais qu'en t'entendant, je serais, touchée. Non, c'est très intéressant et profond ce que tu dis et toutes ces expériences enfant que tu comprends peut-être pas sur le moment, même si, j'ai l'impression que tu as toujours eu cet âge-là, c'est rigolo, une grande maturité. Hem, C'est drôle que tu donc dises ça parce que ces expériences de l'enfant, quand je te disais il y a un avant et un après, c'est pas seulement comme une étape, d'enseignement, d'initiation, et un passage, c'est également, la reconnexion à un autre âge. C'est-à-dire qu'on a notre âge physique, biologique et ça ne change pas. J'ai eu une expérience que je raconte au début du premier tome de l'aventure mongole, dans La Quête de la saga Chaman donc, où je suis monté à la corde, dans un cours de gymnastique collective. Donc c'était pas devant un coucher de soleil magnifique, ou dans un contexte bucolique et néanmoins, alors que c'était, dans cet environnement, très quotidien et scolaire, j'ai eu une expérience, d'extase psychique et physique en même temps, d'audition, de voix et d'inversion des perspectives, où tout ce qu'on t'a appris être la réalité et le matériel semble tout d'un coup extrêmement creux et vide, alors que tout ce qu'on nomme le vide paraît on ne peut plus riche et habité d'énergie subtile, de géométrie en mouvement, de vibrations qui semblent sous-tendre en fait ce qu'on appelle le réel, comme tu peux te laisser hypnotiser par ce que tu vois lors d'une scène de théâtre, d'un spectacle, d'un opéra et autres. Mais à un moment, tu peux aussi te rappeler que derrière le rideau de scène, il y a encore beaucoup plus de techniciens, de machinerie, de poulies, de plateaux, de changements de décor qui président à ce que toi tu vois sur cette scène. Et cette scène, par, mise en perspective, me semblait être à l'image de notre vie, comme si on croyait, on se laissait prendre par cette illusion, avec tellement de saveurs, de goûts, de couleurs, tellement d'acuité, tellement
de réalité dans nos sensations, nos 5 sens, entre autres, qu'on finit par croire que tout est là et que c'est ça le réel, alors que ça n'est que la scène, en fait. Et cette scène, on y joue un rôle et on peut s'appliquer à le jouer le mieux possible. Mais si l'acteur, au moment où, par exemple, il meurt, ou au moment où il a un conflit et quelque chose qui lui est proposé, où on le provoque, s'il faisait corps au point de croire qu'il meurt ou de se sentir vraiment mourir sur scène dans la représentation, on se dirait qu'il est un petit peu fou et qu'il fait corps, qu'il a perdu la distance, le regard, la lucidité, la clarté. Bref, une forme de double vue sur le fait que ça n'est qu'une comédie humaine, en fait. Enfin, ça n'est qu'une comédie artistique et c'est un petit peu la même chose, dans ces moments-là, où on s'aperçoit avec, un autre recul dans ces expériences transcendantes, ces moments de passage, de rite initiatique, que ce qui nous semblait tellement important, tellement problématique, tellement grave, un enjeu tellement déterminant, était peut-être en fait, qu'un événement parmi d'autres, au sein d'un acte, lui-même au sein d'une sorte de pièce de théâtre qu'on appelle la vie, mais qu'il y a derrière le rideau et derrière ce qu'on appelle la naissance et la mort, bien plus encore. Cette petite illustration me parle énormément. Donc je ne raconterai pas ma vie parce qu'on est là pour toi. Mais, c'est oui, c'est une belle façon de parler de prise de conscience et de recul. Et là, cette phrase, un événement qui paraît gravissime sur le moment n'est qu'un petit détail, en fait, et ça, c'est important de le rappeler. Parce que ce qu'on sent quand on t'entend parler, c'est que tu es très apaisé, tu es très calme. Moi, tu me détends, c'est assez rare, c'est pas donné à tout le monde et on a envie d'être dans cette énergie, en fait. On a envie de se connecter, on a envie d'être apaisé et merci parce que c'est un peu ce que tu nous offres aujourd'hui, en parlant de ton histoire et de tes livres. Quand la scène là où il y a cette fameuse corde, alors je pense que ce qui est difficile, c'est de retranscrire ce qui est extatique du domaine de l'extase, déjà chacun son extase. C'est très difficile de l'exprimer ou d'essayer de le faire comprendre à l'autre. Mais quel âge tu as à ce moment-là? J'ai à peu près 6 ans et c'est, je pense, quelque chose qui, bien sûr, n'est pas arrivé par hasard, pas de hasard que des rendez-vous, comme disait le poète, Éluard, je crois. Je crois aussi. À un moment où, je me sens plus seul que jamais parce que j'ai quitté, la Loire, et cette eau, sauvage, des bords de Loire près de Blois où, j'ai passé, les seules années où je n'ai pas vécu à Paris, où je suis né il y a 54 ans, donc en gros 2 ans et demi, entre 2 et demi et 5. Et en quittant, la Loire et où là-bas, objectivement, je suis, très solitaire, je passe beaucoup de temps seul avec mon chien, avec un chien loup, aussi avec une tortue, avec un hérisson, des chats et cetera. Alors qu'objectivement, je ne vais pas ni à la maternelle, la crèche, l'école, et je passe très peu de temps, avec mes parents. Mon père, travaille la nuit. Je passe beaucoup de temps sur le chemin de halage et gardé, en fait, par mon chien loup. Je me sens très connecté avec la nature. Pour te donner un exemple, j'ai ces souvenirs où tu es assis sur le sable, tu vois les tourbillons dans l'eau, les reflets scintillants, la lumière qui décline en fin de journée, le soleil de plus en plus doré, mordoré et ces sentiments, méditatifs, hypnotiques, d'être baigné, dans ces scintillements, qui gagnent en jaune, orangé, rougeoyant à mesure que le soleil décline. C'est des moments où tu perds conscience de ton individualité, des limites de ton être et des moments où peut-être, pour rebondir ce que tu disais tout à l'heure par rapport à l'âge, tu cesses d'être
le petit garçon de 4 ans qui jouait avec un caillou et un bout de bois et l'un était un animal et l'autre était une carriole dans son imagination et où tu lâches un peu prise et tu fais un avec la nature. Tu fais un au sens non pas, particulièrement mystique ou abstrait, mais incarné. Comme quand, par exemple, tu rentres dans un bain chaud et que tout d'un coup, il y a un soupir et tu lâches prise et tu te détends et il y a quelque chose qui remonte, du fond des âges et de tes mémoires cellulaires, qui te relie peut-être même à ta vie intra-utérine, au fait de changer d'élément et d'être pris, dans ce liquide chaud qui te fait tellement de bien. Il y avait quelque chose comme ça sans se baigner et le bain chaud, c'était pas ce que contenait la baignoire. Le bain chaud, c'était la nature tout entière. Alors, moi, je connais peu de choses au chamanisme, mais j'en entends un peu parler. Mais c'est vrai que c'est important de rappeler que tout ce qui tourne autour du chamanisme est très lié à la nature. C'est la nature qui est importante, d'où l'importance qu'elle a eue dans ta vie. Blois, c'est magnifique ces endroits. C'est puis chargé d'histoire aussi, mais ça, c'est encore un autre sujet. Et là, tu te retrouves expatrié à Paris ou en région parisienne, C'est ça. et là, c'est le drame. Eh bien là, c'est, comme souvent dans mon existence, un ressenti qui est à l'opposé de l'apparence. Donc, j'ai jamais été autant entouré. Il y a l'école, les copains, les camarades, les copines, les parents des copains, et cetera et cetera et je me sens totalement seul. Seul non plus au sens d'une solitude choisie, d'un moment solitaire où tu te connectes avec le tout et où paradoxalement, c'est parfois quand on est seul qu'on l'est le moins, mais qu'il faut en passer par cette solitude choisie, que ça prenne la forme d'une retraite, que ça prenne la forme d'une parfois tout simplement d'une marche. Mais là, c'est une autre forme de solitude. C'est quelque chose où on a l'impression que tout fourmille et grouille autour de vous, mais que c'est une pièce de théâtre et qu'on n'y trouve plus le sens, on n'y trouve plus la présence qu'on avait à un moment où, paradoxalement, en étant seul, entre les arbres au bord de l'eau, on se sentait très entouré. Pour te donner un exemple concret de cet entourage, je me rappelle que contrairement à un moment où, en arrivant à Paris, en allant au parc avec la classe, à l'école et cetera, bien sûr, il y avait des arbres, il y avait des plantes, des fleurs, des arbustes, des buissons. Mais néanmoins, je n'avais plus cette sensation que j'avais quand j'étais seul au bord de l'eau, entouré d'arbres et où je me rappelle de ces moments de lâcher prise dont on parlait, où tu arrêtes, de jouer avec ton bout de bois, ton caillou, et où tu te fonds parce que la lumière elle-même fait un travail sur toi et la lumière qui décline quand tu regardes, ça nous est arrivé à tous peut-être, un coucher de soleil sur la mer, sur l'océan et que c'est de plus en plus scintillant et de plus en plus éblouissant. On est porté très naturellement par nous-mêmes, simplement, sans méthode et parfois sans intention particulière, dans un état méditatif, presque hypnotique, en fait. Il y a quelque chose de mystique qui résonne peut-être avec ce qu'on ne sait plus savoir, d'une certaine forme de lumière que l'on a connue et que l'on connaîtra à nouveau un jour. Et donc, à la faveur de ces moments un petit peu contemplatifs, on pourrait dire, comme quand on voit un enfant et parfois on dit un peu hâtivement qu'il est dans la lune ou qu'il perd son temps parce qu'il fait rien et ou qu'il a l'air absorbé par quelque chose, mais on ne sait pas trop quoi. Et bien, dans ces moments, les arbres autour de moi, je les ressentais plus du tout comme un décorum végétal, comme un environnement, mais beaucoup plus comme des êtres, en fait. Des êtres qui me sentaient, des personnages qui, parce qu'ils bougent moins vite que nous, peuvent avoir l'air, entre guillemets, «moins vivants», moins importants, qu'on va pas hésiter à couper, déraciner et cetera. Mais dans ces moments-là, pour moi, ils étaient paradoxalement peut-être plus présents dans leur côté posé
pour ne pas dire enraciné, peut-être encore plus présent que quelqu'un qui passerait et me ferait une réflexion parce que l'heure tourne et qui repartirait et qui là, il y avait quelque chose qui pour moi transcendait la manière dont on nous apprenait la réalité et la nature. Une nature, où l'on pouvait déplacer les choses, où l'on pouvait, traiter comme ci ou comme ça, les animaux et les végétaux et pourquoi pas les minéraux aussi. Ce sont des moments d'ailleurs où la frontière entre les règnes animal, végétal et minéral a tendance à devenir très, très poreuse. C'est-à-dire que le sentiment d'interconnexion vivante fait que même si la pierre bouge extrêmement lentement et qu'on nous apprend à l'école que c'est inerte et que c'est un caillou, c'est un moment où vous le percevez pas comme si inerte que ça du tout. Complètement. Tu pas été un peu perdu, parce que clairement ça te touche assez tôt? Là, tu nous parles d'une expérience à 6 ans. Il y en a eu un peu avant, mais ça reste très tôt, 6 ans. Ce sentiment parfois d'être seul au monde, est-ce que ça t'a un peu poursuivi? Et est-ce que ça te poursuit encore d'ailleurs? Oui, il y a, quelque chose, que parfois on a du mal à accepter ou contre lequel on lutte et puis finalement on s'aperçoit que c'est en l'acceptant qu'on va le vivre beaucoup mieux, en fait. Ça passe parfois par, un lâcher prise du jugement, une acceptation plus profonde dans son corps de quelque chose qu'on pourrait être tenté d'écarter par la vie sociale, les distractions, une certaine agitation et cetera et puis ça ne remplit pas, en fait, ça n'étanche pas une soif de présence. Donc finalement, cette compagnie que l'on cherche, il y a un moment où on s'aperçoit qu'on va peut-être jamais la trouver à l'extérieur tant qu'on l'a pas vraiment trouvée à l'intérieur. En soi-même, la compagnie du soi que l'on aime et à partir du moment où on devient son meilleur ami, à partir du moment où on intègre qu'avant d'aider les autres ou d'aimer les autres, la première personne à aider et à aimer, elle est on ne peut plus proche de vous. Elle est tout à l'intérieur. Mmh. C'est un rappel important et nécessaire parce que souvent, ce qu'on peut observer, c'est que les gens cherchent, des réponses à l'extérieur. Sont toujours alors c'est bien d'être tourné vers l'extérieur, mais parfois un peu trop et oublient complètement de s'écouter et qu'ils ont les clés, en fait, finalement. Mmh. Donc même si c'est pas exactement ce que tu dis, ça sous-tend ça et ça, c'est très, très intéressant. Ce que j'ai aimé dans ton histoire, c'est que toutes tes expériences enfants, que tu comprends peut-être pas sur le moment, qui te font très vite grandir par contre, t'ont permis d'être bien dans ces fameux voyages, Mmh. avec des personnes, des cultures, totalement différentes. Ça, Mmh. c'est quand même une grande richesse parce que ça, c'est de l'ouverture tout court, mais d'esprit, d'amour et ça, c'est une grande richesse de se sentir bien partout. C'est pas donné à tout le monde et ce qui est intéressant, c'est que tout ce que tu as vécu, là, il y a un moment, tu comprends pourquoi. Alors peut-être que tu le comprends Mmh. plus dans le cœur qu'intellectuellement et ça, je trouve que c'est un très beau message parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent des choses plus ou moins difficiles ou plus ou moins «bizarres» Mmh. entre guillemets et qui ne comprennent pas et à un moment, tout s'éclaire. À un moment, tout s'éclaire et alors qu'on avait des épisodes, dont certains étaient magnifiques et d'autres étaient catastrophiques, dont certains étaient extatiques et d'autres, dramatiques. Dans les moments où tout s'éclaire, comme tu le dis très justement, tous ces événements semblent les perles d'un même collier enfilées sur un même fil rouge, en fait, qui est le chemin de notre propre destin et donc on comprend pas seulement intellectuellement, mais peut-être on ressent au fond de son corps
que la première chose à faire, c'est de se garder de juger trop hâtivement des événements, parfois difficiles et qui, bien sûr, sont très difficiles sur un certain plan. Mais ils sont très difficiles sur le plan de l'ici et maintenant, qui est essentiel. C'est là qu'est notre réel. Mais est-ce que ça veut dire pour autant qu'il faut le juger? Est-ce que ça veut dire pour autant qu'il faut l'étiqueter comme négatif, alors que même s'il est douloureux sur le présent, vous ne savez pas du tout si avec le recul dans 3 ans, il va pas s'avérer être le passage obligé par lequel vous avez été poussé parfois violemment, indésirablement, involontairement, en dehors de votre zone de confort, mais que c'est ce push qui vous a boosté et fait gagner des années par rapport à un métier qui ne vous correspondait plus, par rapport à un deuil qui vous a obligé à aller au-delà de la peine, par rapport à une séparation qui vous a finalement permis plus tard d'atteindre un bonheur beaucoup plus grand que celui que vous connaissiez alors. Donc oui, sur le moment, certaines choses sont très négatives, ou du moins le semblent-elles, mais leur véritable signification avec le temps est parfois d'être non pas un obstacle, mais un tremplin. Et cette inversion de perspective, à partir du moment où on n'a pas baissé les bras, à partir du moment où on est resté en chemin ouvert, qu'on ne s'est pas refermé sur soi, mais qu'on a pris ces événements comme des jalons de notre propre vie, c'est un pouvoir extraordinaire parce qu'on peut en garder la conscience. Ça veut dire qu'à partir du moment où quelque chose à nouveau d'indésirable et d'involontaire vous arrive, que ce soit un accident de voiture, que ce soit une maladie, que ce soit une trahison personnelle, une déception professionnelle, vous pouvez avoir une autre partie en vous qui, alors que votre individu ici se dit: «Oh là là, mais quelle tuile! Comment je vais faire pour survivre à ça et traverser ça? C'est tellement dur et pourquoi moi? Et pourquoi encore?» C'est Mais exactement les questions qu'on se pose. l'autre partie de vous, que vous pouvez garder bien vivante et qui ne dépend pas des aléas de l'existence, elle peut se dire: Enfin, «Génial, voici un cadeau déguisé en écueil dont dans quelques jours, semaines, mois, années, je savourerai tout le potentiel transformateur» et ça, c'est la signature de l'expérience initiatique. j'aime beaucoup parce que c'est rempli d'espoir quand même. Mmh. C'est très positif et alors c'est intéressant parce que tu parles beaucoup de lâcher prise, d'instant présent, tout en arrivant ou en essayant d'en être détaché. Ça, c'est marrant, je crois que tu es la première personne qui en parle comme ça, enfin que j'ai rencontrée et c'est une vision qui est, ouais, qui demande du coup de prendre énormément de recul et ça, c'est très doux et moi, j'ai un mot qui me vient, c'est beaucoup de sagesse et j'ai la sensation qu'en suivant ta saga, ta trilogie, tes histoires qui sont encore une fois très accessibles, intellectuellement, si je puis dire, heu, on soit un peu, ça déteigne un peu sur nous cette forme de sagesse et de recul. Est-ce que tu confirmes ou peut-être que tu n'en sais rien d'ailleurs? Il y a, dans les livres, hem et je parle bien sûr pas que de mes humbles petits contes, mais il y a dans les livres quelque chose de sacré, dans les vrais livres, hein, je parle pas des des produits. Je parle des livres, qu'on appelle des œuvres de l'esprit et là non plus je fais pas de mysticisme, hein, c'est comme ça qu'on catégorise un livre dans le code des impôts de la République française. Les œuvres de l'esprit, ça nous rappelle un petit peu quelle était, sans doute la nature d'une œuvre qui ne vient pas seulement de l'esprit de quelqu'un, mais au-delà de ça, parfois du livre qui peut être un guide. Certains livres peuvent avoir le pouvoir d'un maître, en fait. Certains livres sont reconnus pour avoir changé la vie de centaines, milliers de gens, pour garder une saveur intemporelle et
qui vous influe, qui vous change un peu. Tu parles de quelque chose qui déteint sur nous. Quelque chose qui vous ouvre les yeux, vous éclaire et pas seulement vous inspire et vous fait passer un bon moment, mais vous apprend et vous transmet. Or, si ce livre a le pouvoir de vous transmettre quelque chose, de vous ouvrir les yeux et peut-être en soufflant sur des braises qui sont au fond de chacun de nous avec une couche de cendre plus ou moins épaisse, raviver des choses qu'on ne sait plus que l'on sait profondément, inconsciemment, reconnecter la partie immergée de l'iceberg et émergée, l'inconscient et le conscient, le sommeil et l'éveil, bref, toutes sortes de choses où on est parfois obligé de choisir l'un ou l'autre, de passer à l'un ou à l'autre et à chaque fois qu'on passe la porte, on ne se rappelle plus de ce qu'il y a de l'autre côté. Dans ce réalignement et cette réharmonisation du caché et du visible, il y a peut-être, les clés de notre évolution, les clés d'une action qui va nous permettre de se rappeler et étymologiquement, c'est intéressant qu'en anglais, par exemple, se souvenir, plus exactement pour se rapprocher de l'anglais, se remémorer, c'est remember. Étymologiquement, remember, c'est vous remettez vos membres, comme si vous reconstituez la partie plus globale, entière, holistique de qui vous êtes vraiment quand vous vous recomposez dans une dimension plus complète et plus vaste de votre être. Une partie peut-être par nature, un plan peut-être par nature multidimensionnel d'ailleurs. Et là, oui, il y a quelque chose qui, ne dépend pas de l'auteur, ne dépend ni de moi, ni, peut-être même de la forme du livre en soi, mais d'un autre champ et ça peut être un champ CHANT, ça peut être un champ CHAMP aussi. Bref, d'autres plans de vibration qui viennent de la source et qui déteignent, comme tu dis, sur nous, pour nourrir non pas seulement notre esprit, mais aussi notre âme. Et pour cela, il y a beaucoup d'enthousiasme à accoucher et retransmettre, partager cela avec le plus grand nombre, tout en ayant un sentiment d'humilité très grand parce que ce que l'on vit à ce moment-là, et pour moi, il y a très peu de choses dans l'existence aussi jouissives que ça, c'est d'être certes le messager, mais on n'est pas la source du message. On a l'honneur et le bonheur de le faire passer à travers nous, pour vous. Et alors, en toute humilité, est-ce que tu dirais que dans tes livres, il y a un peu du soin? Tu dis les gens emploient beaucoup ce mot, faire un soin. Mmh. Heu, alors moi, j'ai la sensation que cette douceur apporte du soin. Est-ce que tu le ressens? Est-ce que c'est volontaire de ta part? Est-ce que ça t'est venu d'ailleurs, une forme de canalisation? Est-ce qu'il y a du soin? Les 2, mon général, c'est volontaire et ça vient d'ailleurs. C'est-à-dire que mon intention, est d'être le plus utile et le plus bénéfique au plus grand nombre, bien sûr. Mais je ne suis rien sans la source du message. Donc on est l'aqueduc, mais on n'est pas l'eau. Cependant, en étant l'aqueduc, on apporte une eau qui peut soulager, inspirer, qui peut nourrir de certaines émotions, reconnecter avec des parties de soi sur lesquelles on avait parfois tiré une croix, ce qui est dommage, et raviver du coup, rendre légitime à nouveau des rêves d'enfance, des espoirs d'adolescence, des choses qui font partie de notre imaginaire débridé, de nos intentions les plus ambitieuses, de nos buts les plus nobles, quand on n'a pas de croyances limitantes ou de cicatrices de l'existence qui viennent nous freiner dans le chemin vers qui nous sommes vraiment. Et en cela, bien sûr, il y a des livres, qui font du bien et qui font parfois plus que du bien au corps, à l'esprit, à l'âme aussi.
De même qu'il est communément, accepté, en musique et on voit le pouvoir de la vibration et une musique qui t'élève, qui te rend, plus posé, une autre qui te rythme et te donne tout d'un coup, une énergie qui fait que tu vas faire tout le ménage de ton appartement en 1 heure au lieu de 3, alors qu'avant tu étais sur le canapé et tu étais plutôt fatigué et la simple percussion et le simple rythme va te faire danser avec ton aspirateur pendant 1 heure. Tout ça, c'est le pouvoir du son, c'est le pouvoir du rythme et les joueurs de tambour l'ont compris depuis la nuit des temps sur les différents continents. Ça n'est pas qu'un instrument de musique, c'est un outil de pouvoir, c'est une monture qui peut changer toute notre dynamique et qui peut aussi nous faire voyager entre les mondes à la faveur de portes et de portails qu'on ouvre, entre autres grâce au pouvoir du son, à l'expansion de la conscience et encore d'autres, techniques qui sont proches à différentes cultures, mais qui ont des points communs qui forment l'extraordinaire cohérence des chamanismes à travers, les continents, à travers le monde. Donc oui, on a aussi, accepté depuis longtemps que la musique, et d'ailleurs aujourd'hui on parle de plus en plus non seulement de musicothérapie, mais aussi de sonothérapie tout simplement. Moi je luttais avec, un bas du dos bloqué, scoliose, kyphose, lordose, une hernie discale, une sciatique et tout cristallisé à la fois La totale. avant, à l'âge de 20 ans, avant une répétition importante pour moi où je devais, comme souvent diriger un chœur et où j'étais chef de chœur, des chorales d'enfants, des chœurs d'adultes et cetera. J'étais baryton moi-même et personne n'arrivait à me débloquer, ce bas du dos à ce moment-là. J'avais une grosse poussée de croissance à l'époque de l'adolescence. J'avais pris 25 centimètres en 24 mois et ça se ressentait et alors que je tournais en rond, pour ne pas dire, gesticuler un peu immobilisé, depuis des jours et des jours, en étant un petit peu, dépité de voir que ni chiro, ni ostéo, ni personne n'arrivait à me débloquer ça et que le jour de la répétition générale, se rapprochait. Je me suis dit: «Bon, bah, à défaut de pouvoir aller à la Sorbonne, au Sacré-Cœur, à Notre-Dame, là où je travaillais, au Centre d'action liturgique et musicale ou autre, hem, je vais, faire cette répétition dans ma tête en restant, à plat, sur le sol, sur le plancher, ce qui me soulageait vaguement et donc j'ai fait cette répétition avec, l'enregistrement du Dixit Dominus de Handel, qui fait partie des vêpres des carmélites et sans pouvoir bouger vraiment le corps, en dirigeant évidemment, sans baguette, avec les mains, les différents pupitres, registres, tessiture, soprano, alto, ténor, baryton et cetera. Sauf que tout d'un coup, à ma grande stupeur, au moment de l'accord final, au bout d'une demi-heure, je me suis rendu compte que j'étais totalement débloqué. Je n'avais même plus la trace physique, le souvenir de la douleur, alors que j'étais coincé depuis des jours et des jours. C'était évaporé. Et bien ça, c'est le pouvoir de la musique aussi et à l'heure où il y a toute une mode d'instruments extraordinaires et très simples parfois, ethniques, traditionnels depuis longtemps, comme le bol tibétain ou aujourd'hui le bol de cristal et cetera. Là, avec ce simple, enregistrement et de la musique classique, sans avoir recours à, entre guillemets, «la musicothérapie» ou la sonothérapie, pour lesquelles j'ai beaucoup d'admiration d'ailleurs. Je pense qu'on ne fait que commencer à effleurer les pouvoirs du son et de la vibration, bien sûr, qui traversent tout, tout le temps. Eh bien, j'étais non seulement soulagé, mais en quelque sorte guéri et merci Handel et merci le pouvoir, transcendantal de ces chants divins rapportés par, la voix des humains et leurs pouvoirs qui vont peut-être encore plus loin. Et là, on a encore une autre facette de toi. Tu en as parlé en début d'émission de ton parcours qui est, quand même classique et il y a pas de c'est pas du tout négatif, mais parcours classique d'assez haut niveau quand même,
enfin, c'est comme ça que je le comprends, pour aller vers des choses complètement, en décalage par rapport à ça, par rapport à ta formation et ça, pour moi, ça rend la chose encore plus intéressante. J'aime bien les grands écarts et ça, c'est un sacré grand écart. C'est-à-dire que, de même que tu pourrais dire que, la musique baroque qui pour moi est spécialement la musique sacrée dans la musique baroque, à commencer par la messe en si mineur de Jean-Sébastien Bach, par exemple, sont des choses qui m'ont en quelque sorte sauvé à l'adolescence. À des moments de solitude, pas choisis, à des moments difficiles, hem, après avoir vécu des abandons, parentaux, aussi bien du côté du père que de la mère ou des formes de violence différentes et cetera et avant de les retrouver et avant d'avoir enfin cette paix extraordinaire et ce miracle, non seulement de la réconciliation, mais d'aller plus loin que ce qu'on croyait être impardonnable et donc découvrir le pardon et une fois qu'on a découvert la porte du pardon, derrière la porte du pardon, alors plus de griefs, alors plus de ressac, alors plus de regrets, mais alors toute la liberté et le pouvoir de passer du pardon à la compassion et donc de soigner en retour ceux qu'on croyait nous meurtrir et donc d'apporter de l'amour à la personne qu'on craignait le plus. Autrement dit, avoir totalement transfiguré la peur de ce qui pourrait sembler être, notre pire ennemi. Moi, c'est le sentiment que j'avais vis-à-vis de mon père à certains moments de la vie. Si la personne que vous craignez le plus, non seulement vous l'avez pardonné, mais qu'avec la compassion, vous finissez par l'aimer, alors qu'est-ce qui vous reste vraiment comme peur, une fois que c'est de l'amour que vous ressentez pour celui qui représentait la plus grande menace? Tout est recalibré, toutes les perspectives de bien, de mal, de positif, de négatif sont revues et transfigurées dans une sorte d'alchimie qui nous fait du bien, pas seulement à nous pour avancer, mais qui fait du bien également autour de nous et c'était peut-être là le vrai sens de ces épreuves, c'est-à-dire apprendre à transfigurer ce qui semblait être le pic du négatif en ressources possibles pour faire un trajet diamétralement opposé vers la seule chose qui puisse guérir l'intensité de certaines formes de violence verbale, physique, énergétique, pour y amener finalement de la paix, de la réconciliation, de la douceur et nous montrer que tout est possible si on dépasse ses propres peurs. Cette parenthèse étant faite, J'aime oui, bien ces parenthèses. hem, le contraste entre la musique classique, où quelque part, si tu veux, elle m'a tellement aidé dans ces années difficiles de l'adolescence et après que, pour moi, c'était pas seulement de la musique sacrée, c'était un chemin sacré que de travailler, diriger des chœurs et cetera, chanter. Comme l'édition en est un, comme le livre est sacré pour moi, comme tu l'as compris et c'est pas pour essayer de rendre les choses religieuses, pas du tout. C'est pour dire que, il y a là bien autre chose, encore une fois, que des produits et il y a là bien autre chose que des outils. À partir du moment où on retrouve la dimension spirituelle de ces différents plans, en quelque sorte, elles ont le pouvoir de spiritualiser la matière et c'est peut-être ainsi que ce Dixit Dominus de Handel m'a non seulement soulagé, débloqué, mais guéri et que je n'ai plus jamais une fois dans ma vie ressenti ce que j'avais ressenti, à l'époque. Ça ouvre aussi des portes de la perception dans ce qu'il est possible et de ce qu'il est possible d'atteindre par soi-même. Ce qui est un grand enseignement par rapport à toujours chercher les solutions à l'extérieur. Bien sûr, il faut demander de l'aide et certains des aidants les plus performants, si l'on parle, au-delà des limites de l'esprit rationnel,
pas seulement, d'un professeur, d'un membre de votre famille, d'un ami, d'un coach, d'un thérapeute, mais aussi peut-être d'un ancêtre défunt, de l'esprit d'un lieu, d'un animal, eux ne vont pas intervenir, ils pratiquent pas l'ingérence. C'est-à-dire que si vous ne leur demandez pas de l'aide, ils ne viendront pas vous aider. Donc ça apprend aussi soi-même à se mettre dans cette position, d'accepter que par moment, il faut demander de l'aide. Mais la deuxième couche intéressante, dans ce processus, c'est aussi de se rendre compte que parfois on est son aidant principal soi-même, qu'il y a pas de réponse cachée, absente de nous aux questions que l'on pourrait avoir, que c'est à l'intérieur qu'on peut les trouver et que par soi-même, ou avec l'aide de la musique en l'occurrence, on peut faire bouger les lignes. Et les chamans, les curanderas, les femmes médecines, les hommes de connaissance, mais aussi sans être fascinés par le chamanisme du bout du monde et toutes ces cultures comme actuellement, ce qui peut déclencher un tourisme chamanique pour lequel il ne faut pas du tout être naïf, il faut être très prudent par rapport à tout cela. Eh bien, dans nos campagnes européennes et françaises, on a, comme tu sais, depuis la nuit des temps, des rebouteuses, des Mmh. magnétiseuses, des guérisseurs, des barreurs de feu et parfois, très profil bas, des sages-femmes qui, en étant expertes de la porte d'entrée de la vie sur terre, sont tout naturellement expertes de la porte de sortie de la vie vers l'au-delà. C'est-à-dire qu'à une époque où on parle beaucoup des chamans et des premiers chamans, peut-être que si on se penche vers certaines traditions de sages-femmes qui riment avec passeuses d'âme, on a là quelque chose d'intéressant sur l'origine, non pas des premiers, mais des premières chamanes. Mmh. Donc n'allons pas polluer le bout du monde, restons dans nos coins. Il y a non, c'est très intéressant et très juste. Sage-femme, chamane, ouais, c'est très, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas non plus à ce que tu nous parles de messe. Je j'adore ces entretiens, je découvre les gens et c'est très beau, c'est très intéressant. Merci beaucoup Tigrane. Alors, ton livre tes livres sont disponibles. Tu parlais de transmission aussi, parce que ça, on n'en a pas parlé. Moi, je le sais, les peut-être que le monde entier ne le sait pas, mais tu as, fondé la maison d'édition Mama Édition Ouais. où certes, toi, tu transmets ce que tu as à transmettre directement, mais tu offres aussi aux autres la possibilité de transmettre avec beaucoup d'auteurs et de sujets très, très différents et tous aussi intéressants les uns que les autres. Donc il y a vraiment cette énergie de partage, de diffusion et de paroles différentes, si je puis dire. Oui, j'ai cofondé, Mama Édition en 2000 avec, une de mes plus anciennes amies, Mishka Séligère-Châtelain, puisque je l'ai connue à l'âge de 7 ans. Ah oui. Donc il y a vraiment des chemins de vie à propos de rencontres prédestinées et de choses qui font tellement sens quand on les vit que sans du tout comprendre ce qui nous arrive, on a un goût et un sentiment d'importance cachée, mais tellement présente que c'est comme de se souvenir du futur Mmh. et en tout cas, nous avons à partir de 2000, publié, 2, 4, 6, 8, 10, puis 50, puis 100, 150, livres dont certains sont traduits dans une dizaine de langues et qui permettent de donner, une audience à des voix singulières, à des explorateurs de la conscience, à des expérienceurs qui, dans le domaine de ce qu'on pourrait appeler globalement les sciences humaines, plutôt que des essais ou de la théorie, transmettent, pour reprendre ton expression, une expérience vécue de première main et donc se mettent à nu en quelque sorte, hem, pour toucher non seulement, l'intellect, l'esprit, la culture, la connaissance, mais aussi l'âme et le cœur des lecteurs. Je pense à une connaissance commune qui a écrit un livre il y a très peu de temps, qui est incroyable, c'est Bobby. Robert Martin, le commandant, flic guérisseur
Ouais. ancien, chef de cabinet, du directeur général de la police nationale, qui, également comme, magnétiseur, rebouteux, barreur de feu, guérisseur, peu importe les mots que l'on met, finalement, surtout à une époque où beaucoup de diaphragmes s'ouvrent et beaucoup de voiles se lèvent, notamment entre le visible et l'invisible, entre des avenues qui paraissaient étanches et spécialisées. Peu importe les mots que l'on met, mais il y a là, oui, un parcours de vie, extraordinaire, tellement, guérisseur, pour paraphraser le titre, mais Mmh. tellement ancré et enraciné dans une simplicité, bienveillante et une bonhomie que j'apprécie énormément en termes d'être, bon vivant, de ne pas rester, perché dans quelque hauteur, mais de bien faire la preuve du bénéfice de tout cela, qui ne vaudrait pas grand-chose si ça n'était pas pour être intégré ici, maintenant, pour son bien et pour le bien de nos prochains. Mmh. Merci beaucoup, Tigrane. Donc la suite de ta la troisième saison, j'ai lu quelque part la troisième saison, commence début novembre. Le livre sera sorti le jour, où cette vidéo sera publiée. Donc tu lances, l'aventure stellaire de la série Chaman avec le tome 1, La messagère des arbres. Il y en a 6 autres avant si ça vous intéresse. Ils peuvent tous être lus indépendamment Oui, ou on peut tous les lire si on est pris et je pense qu'il y a beaucoup de choses à aller chercher et surtout à trouver dans ces livres. Merci infiniment Tigrane pour ce moment. merci à vous, hein. Merci à vous. C'est toujours un réel plaisir et je vais te laisser le mot de la fin. Est-ce que tu as un message important qui te tient à cœur à transmettre? Il n'y a pas de plus grande force que la douceur et il n'y a pas de plus grand pouvoir que ceux du cœur. Merci infiniment. À très bientôt.